Ok, alors comment redorer son image quand tout le monde te prend pour la pire des enflures? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode Smart Learn. Et avant de continuer, sache que Smart Learn, si tu n'es pas abonné, c'est tous les jours des épisodes concernant la communication pharmaceutique. Et à travers cette mini-série, on va étudier ensemble les plus grands communicants de l'histoire, propagandistes, manipulateurs de masse, d'opinion. Et on continue notre épisode sur Ivy Lee, dans cette deuxième partie, qui est considéré comme le grand-père de la communication d'entreprise contemporaine. Si tu ne veux pas être perdu, tu pourras regarder après le premier épisode. Mais sache que, pour résumer, on avait parlé que Ivy Lee, ou Poison Ivy, le poison de l'opinion publique, comme l'appelaient ses contemporains, c'était le mec qui a créé la communication de crise, avec pour trois objectifs: se mettre la presse dans la poche, en autorisant les journalistes à venir voir sur place, parce qu'il y a l'essor de la photo, l'essor de la presse de l'époque, pour lequel on ne peut pas lutter. Deuxième chose, rassurer les familles, exprimer la sympathie pour des victimes en cas de scandale. Et puis troisième chose, être transparent, on en parlera, sur les conséquences, les causes d'une crise, d'un incident technique. Tout ça, ce sont les bases de la communication de crise. Voilà pour ça. Alors, je t'avais dit que Ivy Lee s'était fait connaître donc en arrivant à atténuer le scandale du déraillement et celui des grévistes. Il va commencer à mener sa petite agence de pub qui va très bien marcher. Et ça va être un grand innovateur qui va développer pour tous ses clients, ses entreprises. Et il va créer le trombinoscope pour pouvoir voir les différents membres d'une entreprise. Il va créer les bulletins ce sont les bulletins de gestion. Il va créer, particulièrement par rapport à la transparence des actionnaires, un rapport pour montrer aux actionnaires ses résultats concrets et justement inciter à investir davantage dans l'entreprise. Et si bien qu'il va rapidement faire fortune et que Rockefeller, pour qui il avait travaillé lors de la réforme des grévistes, va le recruter à temps plein chez lui. Il va lui dire Coco, tu vas venir chez moi parce que j'ai quelques problèmes supplémentaires, il va falloir que tu m'aides. Donc Ivy Lee, quelle est sa politique? On en a parlé, c'est que toute vérité est relative, et puis surtout, mieux vaut agir que laisser faire. Quand on a un scandale, plutôt que de le réprimer dans la violence ou de se boucher les oreilles et croire que ça va s'atténuer, au contraire, on réagit, on passe par la presse. Et puis, je t'avais noté aussi que c'est à travers des questions qu'on va aimer répondre à l'opinion publique. Aux questions de la presse, c'est l'occasion de se justifier, d'expliquer le pourquoi, du comment de son action. Et c'est comme ça que les entreprises vont se mettre à utiliser la presse aussi pour communiquer leur point de vue, leur vision des faits, leur son de cloche, et ne plus simplement corrompre ou réprimer dans la violence. Donc voilà pour ça. Je t'avais noté aussi que Ivy Lee, c'est quelqu'un qui va créer les leaders d'opinion. C'est quelqu'un qui, lorsque JP Morgan, le grand banquier célèbre, celui qui a prêté ses traits de visage au vieux monsieur du Monopoly, c'est ce banquier qui va lui faire comprendre que, voilà, Coco, on a besoin de toi pour rehausser nos tarifs de train, nos tickets de train auprès du gouvernement, essayer de les convaincre pour que nous, industriels, nous puissions augmenter nos tarifs. Ivy Lee va donc faire appel à des leaders d'opinion, c'est-à-dire les personnes les plus influentes, et va être le premier à créer cette dynamique de communiquer, d'établir une communication très précise, et justement de diffuser massivement ce message aux personnes les plus influentes. Donc voilà pour la méthode d'Ivy Lee. Le fait est que quand il va arriver chez Rockefeller, comme on l'a dit,
Rockefeller a beaucoup de problèmes au niveau de son image de marque. C'est-à-dire que, on l'a dit, c'est très peu réglementé à l'époque, et Rockefeller est vraiment le champion pour étouffer ses adversaires. On l'appelle la pieuvre, c'est le premier grand self-made man de l'histoire, celui qui s'est fait tout seul. C'est un immigré avec des parents qui n'avaient pas le sou. Il va commencer à faire fortune dans le pétrole et se débarrasser à un de ses concurrents de façon toujours assez discutable. Alors je vais pas commencer à faire une liste, tu pourras te renseigner par toi-même, mais c'est vrai que c'est un petit malin. Par exemple, pour te dire, il va aller jusqu'à coopérer avec Vanderbilt, donc les sociétés de train, pour transporter son pétrole. Et puis, il va faire exprès d'acheter plein de barils de pétrole vides. Comme ça, le concurrent n'a plus de récipient pour transporter son pétrole, et forcément, il fait faillite. À partir de là, Rockefeller peut racheter son concurrent à bas prix et construire sa firme pétrolière, la Standard Oil Company. Donc voilà pour Rockefeller. Son image avec les années, tu l'as compris, ne s'améliore pas, et il lui dit voilà, j'ai besoin de vous pour me rehausser dans le cœur des gens. Ivili va donc proposer beaucoup de plans d'action, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Sache que encore aujourd'hui, si tu remarques bien, ce sont des stratégies de communication qui sont utilisées lorsqu'une personne fait un bad buzz. Alors, il va dire à Rockefeller, premièrement, vous allez retourner sur les lieux de la réforme, les lieux de la grève, là où ça a été réprimé dans la violence. Et puis, vous allez danser avec les femmes des mineurs. Moi, je vais m'arranger pour que les journalistes soient là et vous prennent en photo. Vous allez, toujours dans cette dynamique, continuer de vous mettre dans la poche les journalistes. Vous allez jouer au golf avec eux. Vous allez publier votre propre livre dans lequel vous allez indiquer à quel point vous vous impliquez et quelle est la relation personnelle que vous avez avec l'industrie. Ça, c'est très important. Ça revient dans un certain sens à expliquer le pourquoi je fais ça. Pourquoi finalement j'ai dû faire ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait tous ces sacrifices. Et donc je disais, pourquoi j'ai dû faire autant de sacrifices. Tout ce que j'ai pris, eh bien, je l'ai redistribué au centuple. Et c'est ce que Rockefeller finalement va devoir faire passer comme message ici, en écrivant sa propre biographie, en exprimant à quel point il vient d'une famille qui était modeste, immigrée. Il a ressenti très jeune cette envie, cette obsession pour faire de la moula. Tu vois, c'est vraiment ici le fait de se dire il n'y a pas meilleur auteur que toi pour écrire ta propre vie. Donc, pour te justifier sur tes propres choix de vie, il n'y a pas meilleure solution que écrire un livre. Il faut savoir que ça passe aussi par de la philanthropie. Ivili avait dit à Rockefeller, voilà, vous pouvez construire le Rockefeller Center, vous pouvez agrandir le Metropolitan Opera, montrer aussi que, voilà, avec tout votre argent, c'est aussi fait pour contribuer à la société, à l'intérêt général. Et sur ce point, en fait, ça va être une rivalité aussi entre grosses fortunes de non seulement à qui mieux, qui est celui qui produit le plus, mais aussi celui qui donne le plus. Et ça sera un petit peu comme la battle Cyprien vs Squeezie de l'époque, où le numéro 1 va être le plus souvent Rockefeller, au niveau de la plus grosse fortune mondiale, mais Carnegie va lui repasser devant à la fin de sa vie en revendant sa propre société, et en donnant tous les bénéfices à du caritatif. Donc finalement, je ne vais pas aller jusqu'à dire que la philanthropie c'est entièrement quelque chose qui est intéressé et que ça repose juste sur de la défiscalisation. Je pense que Rockefeller a aussi fait des dons par conviction. Si je pense par exemple au château de Versailles,
À l'époque, le château était dans un état qui était déplorable, et Rockefeller, par conviction, parce que Rockefeller venait de la famille française des Rochefeuille, qui était une famille de l'Ouest protestante, et qui avait dû fuir la France de par les persécutions sous Louis XIV. Donc finalement, Rockefeller garde conscience que voilà, il a fait fortune aux États-Unis, donc il doit beaucoup à New York, etc., mais aussi à la France. Et c'est cette image de com à faire passer en montrant que voilà, j'ai vieilli. Maintenant, moi, John D. Rockefeller, je suis un petit papy, mais voilà, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et Ivy Lee va accélérer, accentuer ce côté un peu papy gâteau en faisant répandre que voilà, quand la guerre va arriver, lorsqu'une crise arrive, eh bien Rockefeller, ça sera le petit papy qui tricote durant son temps libre des bonnets, des écharpes, des gants pour les soldats américains. Donc voilà. Ivy Lee lui-même va montrer que il est préoccupé à mettre son talent au service de l'intérêt général en promouvant les services de la Croix-Rouge pendant la guerre. Donc forcément que ses propres revenus à lui vont diminuer. Mais c'est te montrer aussi que voilà, derrière chaque homme, même si ici tu as l'impression que c'est voilà, des grands manipulateurs, des gens entièrement noirs, il y a personne, aucune grande personnalité de l'histoire n'est tout noir ou toute blanche. Il y a toujours des nuances. Et c'est ici ce que je voudrais te préciser, sachant que Ivy Lee ira même jusqu'à chercher à convaincre en vain Churchill de rédiger la biographie de Rockefeller. Mais voilà, ce sont les leçons à en tirer pour justement augmenter la transparence dans ta société, mais aussi regagner en popularité lors d'un bad buzz. Voilà pour ça. Je te retrouve dans le prochain épisode encore consacré à Ivy Lee, parce que oui, il a aussi été le père du lobbying industriel moderne, ou du lobbying industriel tout court, et je te raconte pourquoi dans le prochain épisode. Si on ne se revoit pas dans le canal Telegram, je te retrouve dans mon prochain live Smart Learn, et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et salut.